Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Merci d'avoir une fois de plus renouvelé votre confiance sans cesse en Renaissance Télévision pour le rendez-vous avec l'actualité. Au sommaire, un nouveau-né a été volé hier à l'hôpital de la coopération sino-gabonaise. Les géniteurs du nourrisson multiplient les procédures judiciaires en vue de retrouver l'enfant pendant que l'administration de l'hôpital tente de donner sa version des faits. En politique, Franck Emmanuel Issozengondes choisit de siéger à l'Assemblée nationale en qualité de député du 1er arrondissement de la commune de Makoko dans la province de Logo-Ivindo. En déclinant sa nomination à la médiature de la République, l'ancien Premier ministre a été aperçu hier à l'hémicycle à l'occasion de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale. Voilà pour l'ossature, le condensé, sinon le fil d'Ariane de votre édition d'information, l'économie de tout ceci dans un instant. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une fois de plus, bonsoir et excellent confort d'écoute à toutes et à tous. Nous vous le disions tout juste à l'instant au sommaire de cette édition d'information, un nouveau-né aurait été volé selon la version des parents à l'hôpital de la coopération sino-gabonaise à Bellevue 2 hier. La famille du nourrisson est traumatisée et ne sait à qui s'adresser. Sabrina Kundi-Penda pour plus de détails. C'est dans cette salle du service de la maternité de l'hôpital de coopération sino-gabonaise de Bellevue 2 qu'un vol de bébé a eu lieu le jeudi 21 février 2019 aux environs de 18 h. Après avoir donné naissance à un enfant de sexe masculin, Tsona Pauline Chela, de nationalité gabonaise, s'est vue prendre son enfant par une parfaite inconnue aux apparences trompeuses d'une infirmière. La sœur aînée de la victime relate les faits du drame. Donc hier aux environs de 12 h, je me suis rendue à l'hôpital lorsque j'ai appris l'information qu'elle avait accouché. Je suis venue pour rendre visite à ma petite sœur. En rentrant dans la salle, j'ai constaté que dans la salle, il y avait 3 lits. Donc ma petite sœur occupait un lit. Il y avait un autre malade qui était sur un autre lit et une dame inconnue qui était dans la salle assise. Donc ça se parlait, on riait avec ma petite sœur bien sûr. Déjà, je tiens à souligner qu'elle est sourde et muette. Donc, on parlait, ça riait, ça papotait avec le bébé et tout. Et juste après, vers 14 h, il y a une infirmière qui est rentrée dans la salle, qui a informé l'autre jeune dame qui avait accouché qu'elle devrait sortir tout à l'heure. Donc, aux environs de 14 h. C'est à cet instant que la jeune dame a rangé ses effets. 15 minutes ou 20 minutes après, la même dame en question qui était assise seule sur le lit, elle revient dans la salle nous informant qu'il était déjà l'heure de la fin des visites, qu'il fallait libérer les salles. C'est en ce moment que je me suis rendu compte que je me suis dit que la dame faisait partie du personnel de l'hôpital. Donc je n'avais aucune inquiétude, je ne me faisais pas de soucis. C'est comme ça que je presse ma petite soeur qui était aussi à mes côtés, à côté de moi. On était 2 qui sont venus rendre visite à la petite soeur. Et je l'ai pressé pour qu'on libère la salle pour rentrer chez nous. C'est aux environs de 18 h, je reçois l'appel du personnel de l'hôpital m'informant que la petite sœur est en pleurs ici, elle est incontrôlable et que l'enfant a été volé. Dans le but de multiplier les recherches, des procédures sont entamées depuis hier par les parents de la victime qui restent affaiblis face à certains manquements observés au sein de l'hôpital qui ne facilite pas les recherches. Sur place, quand je suis arrivée, j'ai constaté les faits. Je me suis rapprochée de l'APJ. Je me suis aussi rapprochée du commissariat de Bellevue. Ils sont venus sur les lieux. Ils ont pris tout le monde, donc le personnel de l'hôpital, avec toutes les personnes qui l'ont visité, les gardiens, tout le monde. Nous sommes rendus à l'APJ pour des éventuelles auditions. Je me suis posé cette question, comment une dame peut faire sortir avec un enfant du moment où le portail est 24 h sur 24 surveillé, parce qu'il est normalement, il y a normalement un gardien à la sortie qui surveille les entrées et sorties. Moi, je me pose des questions. Comment la dame a fait pour sortir devant le gardien? Ce sont des questions que tous nous posons. Non, malheureusement, il n'y a pas de caméra dans cet hôpital. Des dispositions sont également prises depuis hier du côté de l'administration de la structure hospitalière, selon que le témoigne Gisèle Mungengi, la directrice. À l'annonce de la nouvelle, nous avons saisi le commissariat de police de Bellevue 2, nous avons saisi la police judiciaire, nous avons saisi la BAC, donc la brigade anticriminelle, et nous avons reçu la PJ. Donc hier, nous avons été entendus, donc tous les agents en service à l'hôpital,
la coopération. Ceux qui étaient bien et bien en service hier ont été entendus, des positions ont été faites. Donc tout est entre les mains de la police judiciaire. Nous attendons les conclusions. Nous avons confiance au travail de nos forces de police. La disparition de ce nouveau-né vient davantage remettre en cause la question de sécurité au sein des structures hospitalières du Gabon. Pourquoi observe-t-on la présence permanente des agents de sécurité à certains endroits et non à d'autres? Pourquoi n'y a-t-il pas suffisamment de caméras de surveillance dans les hôpitaux? Autant de questions qui taraudent les esprits des Gabonais aujourd'hui. Nous restons sur cette actualité. Les cas de vol d'enfants sont récurrents à Libreville. Vu que le cas d'hier n'est pas le premier, une situation qui plonge les Librevillois dans une psychose totale. Ces derniers ont tenu à réagir au micro de Sabrina Kundipenda. En tant que Gabonais, ça me fait vraiment mal au cœur et ça prouve à suffisance qu'au Gabon, vraiment, il n'y a pas un suivi. Parce qu'il y a un grand hôpital comme l'hôpital chinois, des grandes renommées, qui nous a vu naître, parce que je suis aussi un habitant du quartier. Et du coup, on me dit qu'il y a des vols de bébés, vraiment, sincèrement. Le Gabon manque de sécurité en termes de surveillance médicale. C'est pas normal. Ils auraient pu quand même renforcer la sécurité. Déjà là, il n'y a pas la SGS. C'est déjà un point que même tous les gens du quartier ont boudé que comment un hôpital comme ça, il n'y a pas les gars de la SGS. Ils ont les gardiens, c'est vrai. Il est vrai qu'ils ont les gardiens qui font les rotations. Mais hier, là, vraiment, on ne sait pas si c'est quelqu'un de la famille, de la victime, ou... Mais beaucoup de gens se sont dit que ce n'est pas quelqu'un qui vient de loin, quoi. C'est pas quelqu'un d'ailleurs. Sûrement que la personne calculait, comme déjà on dit que la mère du bébé, elle est muette, elle ne parle pas. Sûrement, depuis étant enceinte, la personne calculait déjà, il avait déjà tracé son plan, comment voler le bébé. Mais tout le monde a été vraiment surpris hier, les gens étaient sous le choc. Moi-même, quand j'ai suivi ça ce matin-là, ça m'a aussi beaucoup dépassé, sans vous mentir. Donc, ce genre de choses-là, il faut seulement que l'État cherche encore à renforcer surtout la sécurité dans tout ce genre de choses-là pour que prochainement on ne comprenne plus ce genre de choses-là parce que ça salit beaucoup le pays. Bon, déjà, quand une action est récurrente, ça prouve à suffisance la négligence effective de nos structures hospitalières. Parce que ce n'est pas la première fois, ça s'est passé aussi au CHU, d'accord? Quand j'étais plus jeune, j'entendais ça souvent, on ne retrouvait pas les enfants. Il y a même eu des cas où c'était carrément publié à la télévision. Je me souviens de cette jeune fille qui avait 6 doigts sur la télévision nationale, qui avait aussi disparu comme ça du jour au lendemain. Mais vous savez quelque chose? Ça veut dire qu'il faut savoir, c'est une surmuette qui ne parle pas, qui vient accoucher. Les parents aussi en sont responsables. Pourquoi? Parce que vous savez que votre enfant ne parle pas, votre parent ne parle pas, mais au moins elle devrait garder leurs parents en disant que non, elle ne parle pas, nous on est là pour s'exprimer. Changeons de registre à présent pour parler de toute autre chose. Les commerçants du marché Momboué dénoncent le désordre et l'anarchie qui semblerait prendre le dessus sur ces lieux avec un réseau parallèle de recouvrement des taxes municipales. C'est ce que nous dit dans l'élément que vous allez regarder, Gaël Boubouagnolenga. Au marché de Momboué, le plus grand du pays, le désordre et l'anarchie semblent avoir pris le dessus sur la norme et l'ordre. Tout y passe, réseau parallèle de recouvrement des taxes municipales, raquettes au vu et au su des autorités. On se croirait dans une véritable pétaudière, les commerçants s'insurgent. Nous ici, on a des problèmes de tickets qu'on n'arrive pas à comprendre. Parce qu'on a plusieurs tickets qu'on nous donne dans la journée. On a les marchandises, par exemple, tu amènes la marchandise, par exemple un M lundi, tu commences à vendre la marchandise mardi. Supposons, par exemple, cette période, la période nous sommes dans l'embaumé. Donc la même marchandise peut te faire pendant une semaine. Mais pendant les une semaine là, vous allez payer plusieurs tickets par jour. Et ce qui n'est pas normal. Et les tickets qu'on n'arrive même pas à comprendre, le ticket par exemple du nettoyage. Mais ils ne font pas le nettoyage. Donc on ne comprend, il y a plusieurs tickets qu'on paye par jour qu'on n'arrive pas à comprendre. Là d'où sortent ces tickets. Je me demande ici au marché là où nous sommes là. On a 1000 tickets. Surtout le ticket là, des nettoyages 600. Personne ne nettoie pas ici. C'est nous-mêmes qui nettoyons. Le ticket là, ça nous embête. Il y a ici le ticket de la sécurité. Là, on peut reconnaître. Ce sont eux qui nous gardent au marché. Il y a le droit de place de la mairie.
Mais le ticket de 600 là, tous les jours, on menace les gens. Personne ne nettoie pas ici. Les commerçants casquent quotidiennement et énormément vente de timbres, droit de place, entretien du marché, sécurité des personnes et des biens, des taxes auxquelles doivent impérativement s'acquitter ces marchands. Timbre de 300 services nettoyage, au lieu de 300, on paye 600. On est aujourd'hui là, la mairie, ils nous donnaient 250, aujourd'hui là, c'est 1000 francs, 2000. Aujourd'hui là, il n'y a pas le marché, il n'y a pas les clients. Comme on dit que c'est au marché là qu'on a l'argent. Si l'argent ne vient pas là-haut, est-ce que nous en bas, on va manger? Les jours que nous sommes au marché, c'est les taxes. Les taxes sont énormément chères. Il n'y a plus le marché, mais ils ne voient pas ça. Tu vois un article, on te dit paye sécurité 600, tu payes la mairie 2000, tu payes nettoyage 1200, 600. Finalement, on ne comprend pas. Tu viens, tu passes le temps avant, rien que pour les tickets. Cet agent de sécurité parle d'escroquerie organisée et interpelle le nouveau maire de Libreville. Il y a un système d'escroquerie généralisé au niveau, par exemple, au niveau de la mairie. Et parce qu'il y a des sociétés, par exemple, de sécurité qui donnent des tickets de 200. Il y a par exemple la société de nettoyage, c'est 300. Il y a aussi la mairie qui donne 1000 francs, 2000 francs. Mais il faudrait que c'est l'argent du contribuable. Si moi je fais sortir l'argent, il faudrait que là où je suis, c'est propre. Il faudrait que là où je suis, je fais sortir, il faudrait qu'on sécurise où mon client soit. Maintenant, si on braque mon client, c'est que je n'ai pas le droit de donner l'argent. Donc nous comprenons que logiquement, pour que tout change, c'est d'abord la tête au niveau de la mairie. Il faut réorganiser la mairie dans tout son ensemble. Du coup, on est tenté de croire que le plus grand marché du Gabon est un espace de non-droit, tant le flou sur ces opérations de recouvrement règne depuis des lustres. À cela s'ajoutent les descentes intempestives d'agents municipaux sans aucun ordre de mission. Il s'y est de rappeler que les recouvrements qui s'opèrent au marché de Montbouet se font par le biais de plusieurs administrations, à savoir l'agriculture, la police, la douane, sans omettre les 1001 descentes du ministère de la Santé. Dans tous les cas, ces multiples recouvrements se répercutent sur le portefeuille des clients. En effet, pour combler toutes ces taxes dont ils doivent s'acquitter, les commerçants augmentent de manière informelle les prix des denrées et autres produits. Non loin de là, les commerçants du marché anarchique de la Pairie vendent toujours dans un lieu peu salubre. Ces dernières espèrent que la nouvelle équipe de la municipalité qui prendra ces quartiers dans un délai assez proche pourra répondre à cette situation. Regardons une fois de plus Gaël Boubouagnolenga. Le site présente un décor non reluisant, les tôles érigées tout autour pour protéger le chantier en désuétude. Les commerçants jadis déguerpis sont revenus en masse sur le lieu. Ils squattent les abords du chantier dans des conditions précaires. C'est triste de voir ces marchands vendre à même le sol près des tas d'immondices, sans oublier le piteux état de la route parsemée des nids de poules, à la grande désolation de ces vendeurs. On veut le marché, on va en plein air, on a besoin d'un marché, c'est tout. Et puis on nous chasse aussi sur le trottoir, on dit qu'on ne doit pas vendre sur le trottoir. On part alors où on nous demande de quitter. Ah oui, bien sûr qu'on paye les tickets. On paye les tickets tous les jours. La mairie n'a qu'à nous arranger la situation du marché. Nous ne sommes pas là au marché, ça ce n'est pas un marché. Hein? On nous a gaspillé un marché qui était bien derrière là. C'est déjà gaspillé. Là où nous sommes là, nous sommes sur un terrain. Sur un terrain. Voilà pourquoi je vous demande. C'est ça. Il faut qu'on nous cherche la place pour qu'on vende à l'aise. Cette commerçante pose un problème de place entre marchands. Beaucoup de Gabonaises qui n'ont pas de place, mais les expatriés ont de la place. Et beaucoup de Gabonaises, nous, on nourrit nos enfants à travers nos petits commerces. Maintenant, si nous, on n'a pas de place, qu'est-ce que nous allons faire? C'est un peu ça. Même pas le marché. Regardez là où nous vendons. Et pourtant, je ne sais pas le site qui est là, je ne sais pas trop, je ne sais pas. Mais on n'a pas de place. Confiante des compétences du nouveau maire de Libreville, cette commerçante espère bien que les choses vont changer. Je dis avec le nouveau maire, M. Zueléon, qu'il y aura un changement, qu'il faut qu'il y ait le changement à Montbouet. Et je sais que j'ai confiance en lui.
Je sais que c'est quelqu'un qui travaille. Ce futur marché ultramoderne devait respecter les normes d'hygiène et environnementales. Sur une surface totale de 39 000 carrés, elle devait accueillir un centre commercial de 4 niveaux, plus de 2000 étals, 420 box, 186 boutiques et bien d'autres commodités, à l'exemple d'un centre de traitement des déchets, de certification des produits vendus. Que ceux qui président aux destinées du Gabon prennent les responsabilités afin d'éviter les projets morts-nés. L'information, c'est aussi à l'intérieur du pays où la police judiciaire gabonaise a mis la main sur 2 Gabonais à Ovan, c'est dans la province de Logo-Ivindo, au nord-est du Gabon, en possession de peaux de panthère. Ces braconniers voulaient les écouler sur le marché, oubliant ainsi que nul n'est censé ignorer la loi. Audrey Mébian. 2 peaux de panthère, soit 2 panthères abattues, c'est l'issue de la nouvelle opération conjointe des agents de la police judiciaire et ceux du ministère des Eaux et Forêts, assistés par l'ONG Conservation Justice. Une manœuvre qui a permis de mettre fin aux activités de 2 trafiquants de peaux de panthère à Ovan, une localité de la province de Logo-Ivindo. Une information serait parvenue à l'équipe d'intervention relative à cette vente qui devait se tenir dans une structure hôtelière de la ville. Vérification faite, un guet-apens leur a été tendu et comme des novices, ils ont été arrêtés. Dans les filets, Narcisse, Eman Obam et Dieu merci Nzondo, tous 2 Gabonais, le premier admettra être le vrai propriétaire de la trouvaille et le second, lui, affirmera juste être venu accompagner son frère pour l'écoulement du produit. Après une perquisition infructueuse, les 2 indélicats ont été conduits dans les locaux de la police judiciaire de Makokou où ils sont en attente de leur jugement. Toujours dans le même registre, 2 ressortissants chinois ont été interpellés par le CLAD au village Meyan, non loin de la commune de Ntoum, c'est dans la province de l'Estuaire. Ils étaient en possession des dents de panthère et de plusieurs bijoux à base d'ivoire. Retrouvons une fois de plus Audrey Mébian. C'est au cours d'un contrôle de routine au poste de Meyan il y a quelques jours que les agents de l'Office central de lutte antidrogue au CLAD, antenne de Ntoum, ont interpellé 2 trafiquants d'origine chinoise. Zhang Gofu, chauffeur âgé de 54 ans, Li Xingyu, 47 ans, chaudronnier à la société forestière TBNI, Transport Bois et Négoce International. Ils étaient en possession de 3 bracelets, dont un perlé, 35 perles, tous en ivoire, et de 4 dents de panthère. Le butin était dissimulé dans une boîte à bord de leur véhicule. Le deuxième sujet, Li Xingyu, chaudronnier et en fin de contrat avec l'entreprise susmentionnée, a fait mention d'un achat auprès d'un villageois gabonais dont il ignore l'identité. Ce dernier aurait personnellement transformé l'ivoire brut en bijoux avec une certaine agilité au regard du résultat final. Une dextérité qui démontre aussi qu'il serait muni d'outils nécessaires pour une bijouterie conforme. Triste est de constater que ces ressortissants, pour la plupart, en rentrant définitivement dans leur pays d'origine, s'en vont avec de tels joyaux en souvenir. Pour l'heure, ces trafiquants seront présentés devant le procureur de la République afin de répondre aux faits de détention et de transport illégal de bijoux, des produits issus d'espèces intégralement protégées en violation des dispositions des articles 92 et 274 du Code forestier gabonais. Politique à présent, c'est également écrit en titre de cette édition d'information. Franck-Emmanuel Issozengonde renoncerait-il à sa fonction de médiateur de la République pour siéger à l'Assemblée nationale, vu que l'ancien Premier ministre a été aperçu hier au Palais Léon-Mba lors de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale. Suivons cet élément. Le décret du président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ndimba, nommé Franck-Emmanuel Issozengonde médiateur de la République à l'issue de la constitution du bureau de l'Assemblée nationale. Mais le natif des Passandjé avait au préalable été élu député du premier arrondissement de la commune de Makokou, ce qui était incompatible avec sa nouvelle fonction. Très silencieux depuis sa nomination le 11 janvier 2019 dernier, Issozengonde a été aperçu jeudi au Palais Léon-Mba, arborant fièrement son écharpe. Un fait qui laisse croire que l'ancien Premier ministre aurait décliné sa prestigieuse promotion pour succéder à Laure Olga Ngonjo à la tête de la médiature de la République. Des interrogations n'ont pas tardé dans l'opinion qui se demande si le refus de l'ancien locataire de l'immeuble du 2 décembre aurait été fait dans le respect des procédures en la matière.
a rappelé que l'article 12 in fine de l'ordonnance ratifiée par la loi 43/2010 du 2 mai 2011 stipule, je cite, « Le titulaire d'un mandat électif nommé médiateur de la République perd d'office son mandat et est remplacé dans les conditions fixées par les textes en vigueur. » Fin de citation. Alors, la position d'Emmanuel Issozen-Gondé est-elle un acte de défiance ou un choix de survie politique où il verrait plus d'avantages liés au mandat de député avec l'immunité parlementaire et la conservation de son titre de membre du comité permanent du Parti démocratique gabonais au pouvoir pour le compte de la province de Logo-Ivindo. L'on ose croire que l'homme fort de Makokou va éclairer le peuple gabonais dans les jours à venir sur les raisons de son choix. Politique nous sommes et nous y restons. Les députés installés à quand la date des prochaines élections législatives partielles? Il n'y a que le Centre gabonais des élections pour répondre à cette question. Pour l'heure, cette institution sera saisie dans les tout prochains jours par la haute juridiction, à savoir la Cour constitutionnelle. Pour l'instant, les localités concernées demeurent sans représentant à l'Assemblée nationale. Suivant. Avec l'ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale jeudi, la classe politique attend impatiemment les dates des premiers et deuxièmes tours des législatives partielles, car le palais Léomba va s'atteler à enclencher la procédure visant à constater la vacance sur certains sièges. Ils sont au nombre de 9 au total, à savoir le deuxième siège du 6e arrondissement de la commune de Libreville, le premier siège du département de la Noya-Kokobich, le premier arrondissement du chef-lieu de Langounier, le premier siège de Logoulou, le deuxième siège de la Boumi-Loueti, les premiers et troisième sièges de la Zadier, le département de l'Ofo-Noy et le deuxième siège du département de l'Okano. À ces sièges s'ajoutent celles ayant enregistré l'exclusion de certains députés du Parti démocratique gabonais pour complicité avec l'adversaire lors des élections des membres des conseils locaux. La haute juridiction va probablement saisir le Centre gabonais des élections en vue de l'organisation de ces scrutins dans les délais prévus par la loi, et ceci devrait être fait dans les mois à venir. Les prochains compétiteurs vont donc passer à l'étape d'éventuels contentieux avant de compléter le nombre de députés manquants pour atteindre le seuil de 143. Un quota revu à la hausse depuis la fin du dialogue inclusif et sans tabou qui a eu lieu à Ngondji en 2017 à l'initiative du président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ndimba, dans son souci permanent de rechercher un climat apaisé dans le pays. Une chose est sûre, les populations des circonscriptions politiques concernées qui sont pour l'instant sans représentants à l'Assemblée nationale seront très prochainement appelés aux urnes pour élire leurs ambassadeurs au palais Léomba. Et puis le débat sur le franc CFA continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Certains chefs d'État se sont exprimés pour expliquer le bien fondé de cette monnaie, alors que d'autres la décrient. Cette situation a amené le président de la commission de la CEMAC, le professeur Daniel Onaondo, à donner certaines pistes de solutions pour équilibrer les opinions. Suivons. Le professeur Daniel Onaondo garde la tête froide face à la polémique qui enfle sur le franc CFA. Le président de la commission de la CEMAC pense qu'une réflexion profonde est nécessaire pour adresser la question. D'où l'idée d'un colloque international. Moi, je suis représentant des chefs d'État qui m'ont délégué une partie de leur souveraineté. Je dois leur amener une réflexion d'intellectuels. Le franc CFA, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients? Le compte d'opération est-il bon ou mauvais pour les chefs d'État? Est-ce que le franc CFA doit flotter ou pas? Les chefs d'État doivent le savoir. Mon rôle, c'est de voir, comme on dit en économie, faire des anticipations rationnelles. Voir à partir de tout ce qui se dit aujourd'hui, voir comment il faut relancer la machine. Le dossier est sensible, mais il faut savoir raison garder. En tant qu'Africains, c'est à nous seuls et à nous seuls de savoir si le franc CFA est bon pour nous. En matière d'avantages, le gouverneur de la Banque centrale, ce n'est pas un Français, c'est un Tchadien. Avant, c'était un Équateur, après, c'était un Gabonais. Donc, on a fait l'apprentissage parce que la Banque centrale est là, l'organe fêtier qui contrôle la création monétaire, qui est la banque des banques, la banque de la nation et la banque des États. Au cours du débat qui s'annonce, les spécialistes vont réfléchir sur la stratégie monétaire de la CEMAC en tant que peuple souverain, soucieux de construire une croissance durable et inclusive. Pour relancer la machine à la zone franc, si on estime à tort ou à raison qu'il faut sortir de franc CFA, il faut sortir des relations avec la France, c'est en toute souveraineté, mais en toute conscientisation. Il ne faut pas qu'on le fasse par des coups de tête. Le colloque sur l'avenir du franc CFA tiendra compte aussi bien de l'histoire coloniale, du contexte sociopolitique et économique des États de l'Afrique centrale que des relations internationales contemporaines. La date et le lieu des échanges restent à déterminer.
C'est la fin de cette principale édition d'information. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement sur nos antennes. Restez en compagnie de nos programmes. Comme j'aime à le dire, l'avenir reste toujours et toujours sur nos antennes. Bonsoir à toutes et à tous et bon début de week-end.